Alors, effectivement, on a vu que les aliments ultra transformés, lorsqu'ils sont consommés en excès ou régulièrement, et non pas de manière occasionnelle ou de niche, euh, sont associés à des risques accrus de nombreuses maladies chroniques, même si effectivement on va encore avoir besoin d'autres études pour le confirmer, mais pour l'instant on a quand même une forte convergence dans le même sens. Ce n'est pas tout. Les aliments ultra transformés, donc ça a été suggéré par les épidémiologistes brésiliens dans le guide, dans les recommandations alimentaires et le guide brésilien publié en 2014, c'est qu'ils peuvent menacer les 5 autres dimensions des systèmes alimentaires, donc outre la santé. D'abord, vous avez biodiversité et bien-être animal. Effectivement, pour avoir des prix aussi bas, les calories animales dans les aliments ultra transformés sont forcément issues d'animaux élevés en intensif. Donc rappelons quand même en France que 82 à 84% des animaux sont élevés en intensif. Donc ils ne sont pas, ils sont pas associés au bien-être animal. On sait que l'intensif n'est pas associé au bien-être animal. En outre, les marqueurs d'ultra-transformation, les nombreux ingrédients qui rentrent dans leur composition sont associés à des monocultures intensives, de peu d'aliments sur la planète. Donc on voit bien que ce n'est pas associé aussi à une très grande biodiversité végétale. Ensuite, passons à la durabilité culturelle, c'est-à-dire les traditions culinaires. Alors, c'est quoi la durabilité culturelle? Eh bien, si vous voulez, quand vous avez des aliments ultra transformés qui sont hyper standardisés sur toute la planète et qui se substituent progressivement aux plats locaux, aux plats traditionnels, à la street food à partir de produits locaux, notamment dans les pays émergents ou en développement, ou dans les îles du Pacifique, ou même à Okinawa aujourd'hui, eh bien, ils menacent ces traditions culinaires et vont créer des générations de jeunes et d'adolescents qui vont s'éloigner des traditions culinaires et qui vont faire des aliments ultra transformés leur nouvelle tradition, mais qui n'en est plus vraiment une puisque ces aliments sont très standardisés sur la planète. Si vous prenez une barre chocolatée, même si des fois ils adoptent les formulations en fonction des goûts des pays, en mettant plus ou moins de sucre, ça reste quand même des aliments avec des emballages et des formulations très standardisées. Donc les traditions culinaires peuvent être menacées, et on peut le voir notamment dans certaines parties de la planète, notamment dans certaines îles du Pacifique, où les fast-foods progressivement s'alignent les uns à côté des autres, supplantant les traditions culinaires chez les plus jeunes, et on voit parallèlement augmenter les taux d'obésité et de diabète de type 2. Ensuite, les petits producteurs. Les aliments ultra transformés menacent les petits producteurs car ils sont produits à très bas coût. Et on peut voir dans certains pays que l'arrivée de ces aliments ultra transformés, qui pourtant peuvent venir de l'autre bout de la planète, sont encore moins chers que le produit local. Et donc ça peut tuer les petits producteurs locaux qui n'arrivent plus à écouler leurs produits en concurrence de ces aliments ultra transformés bon marché et qui vont mettre la clé sous la porte. Et ça aussi c'est documenté. Et qui vont alimenter les bidonvilles. Donc si vous voulez, ces aliments ne permettent pas à la chaîne de valeur de la fourche à la fourchette d'être vertueuse et ne concentrent pas les bénéfices de manière équilibrée sur toute la chaîne de valeur et menacent donc les petits producteurs et les petits paysans. Ensuite, la dimension socio-économique. Et bien là aussi, on a des inégalités et on n'a pas une bonne durabilité. On sait que les personnes plus riches ou plus éduquées, c'est-à-dire avec de meilleures connaissances, se nourrissent mieux et sont moins à risque de maladies chroniques que les personnes les plus pauvres ou les moins éduquées, ce qu'on appelait à une époque le quart-monde. Et on sait que les personnes les plus pauvres sont plus à risque d'obésité et de diabète de type 2 en France, mais aussi aux États-Unis. Et enfin, il y a un problème d'accessibilité, c'est-à-dire que les produits ultra transformés sont beaucoup plus accessibles que les produits frais, bruts, peu transformés ou non ultra transformés, ce qu'on appelle les déserts alimentaires, c'est-à-dire que même si on veut manger des produits de qualité, parfois l'environnement est tel qu'il ne nous le permet pas. Ainsi, un journaliste avait fait un test aux États-Unis, il avait roulé sur une autoroute pendant à peu près 100 km, il n'avait pas réussi à trouver de produits frais, il n'avait trouvé que des magasins qui vendaient des aliments ultra transformés. On sait que ces aliments sont associés à une dégradation environnementale. Donc, premier niveau, production de gaz à effet de serre.
notamment par l'élevage intensif qui va fournir les calories animales dans les aliments ultra transformés, les monocultures intensives qui vont fournir notamment les nombreux marqueurs ultra transformation, tous les sirops de sucre, les isolats de protéines, les huiles raffinées, parfois hydrogénées dans certains pays. Donc des monocultures intensives qui empiètent sur les forêts. Des forêts qu'on va déforester pour produire notamment du soja, des tourteaux de soja pour les élevages intensifs, notamment en Europe. Donc, non seulement on va avoir des problèmes de changement climatique, mais on va avoir des problèmes de pollution, plastique, pesticides, engrais azotés, et de perte de biodiversité, évidemment. Alors forcément, pour répondre à ces enjeux qui sont maintenant complexes et multifactoriels, l'approche réductionniste ne le permettra pas. Enfin, du moins toute seule. Il faut d'abord commencer par une approche, alors moi que je qualifie d'holistique, car c'est le terme consacré par rapport à l'approche réductionniste. Certes, d'autres vont parler d'approche globale, d'approche systémique, d'approche intégrée. Tous ces termes se ressemblent. On parle aujourd'hui de plus en plus dans le milieu scientifique et académique de la One Health Approach, c'est-à-dire l'approche santé globale. C'est-à-dire qu'on ne mange plus seulement bien pour notre santé, mais il faut qu'en mangeant bien pour notre santé, on mange bien pour la planète. Et c'est ça qui m'a amené à vouloir rechercher des règles génériques qui permettent de caractériser l'effet protecteur ou pas d'un régime. Et avec un collègue, suite à une fouille de données très exhaustive de la littérature, bon, je vais faire simple, en prenant tous les régimes a priori protecteurs sur la planète, déjà protecteurs, dans les zones bleues, régime méditerranéen, Okinawa, le régime prudent. Vous avez aussi des régimes qui ont été définis scientifiquement, comme le régime DASH pour prévenir l'hypertension, le régime anti-inflammatoire, etc. Donc en prenant tous ces régimes déjà réputés protecteurs, avec des études qui montrent leur effet protecteur, et en prenant, si vous voulez, tous les scénarios prospectifs réalisés pour une alimentation durable à l'horizon 2050, protégeant à la fois la planète et la santé humaine, les deux en même temps, eh bien, on voit émerger trois grandes règles, qui sont ce que j'appelle les trois dimensions d'un régime protecteur, qui sont le ratio produits animaux sur végétaux, enfin calories animales sur calories végétales, le degré de transformation, donc le ratio calories ultra transformées sur calories non ultra transformées, et la variété. Donc ces trois dimensions sont fondamentales, et ça m'a amené donc en 2016 à définir ce que j'appelle les trois règles d'or pour une alimentation saine, durable et éthique, qui sont communes à tous ces régimes protecteurs et à ces scénarios, c'est-à-dire réduire les calories animales, réduire les calories ultra transformées et diversifier son alimentation, mais attention, diversifier les produits non ultra transformés, les vrais aliments, car des études ont montré qu'un haut degré de diversité, si on ne prenait pas en compte le degré de transformation, donc avec beaucoup d'ultra transformés, au contraire, n'était pas forcément associé à une meilleure santé. Donc ça donne les 3 V pour végétal, vrai, varié, et dans le varié, j'ai rajouté, si possible, bio, local et de saison, pour aussi la protection de la planète. Alors ce qui est intéressant dans ces 3 règles, c'est qu'elles sont totalement interconnectées, c'est-à-dire que si on en supprime une, ça ne marche plus à la fois pour la santé humaine et la protection des systèmes alimentaires. On va prendre 3 exemples. Mettons qu'on mange vrai et varié, mais beaucoup de calories animales. On peut avoir des risques, ça a été montré, donc d'athérosclérose et aussi de cancer colorectal accru. Et puis aussi, il y a des soucis environnementaux. Si on consomme plus de 50% de calories animales dans son régime, on voit bien que ce n'est pas extrapolable à la planète pour des raisons de gaz à effet de serre, d'utilisation des terres cultivables pour l'homme. 70% des surfaces cultivées environ sont dédiées à l'alimentation animale, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Prenons un deuxième régime où on consomme majoritairement végétal, on va prendre un végétarien, un flexitarien ou un vegan, mais qui consomme ultra transformé et varié. Eh bien, une étude a montré, Satija en 2017 ou 2018, pardon, qu'il a classé justement dans une population de végétariens américaines les
calories végétales en produits végétaux peu sains, qui sont globalement les ultra-transformés, il n'utilise pas le terme, et des végétaux sains, qui sont des produits végétaux peu transformés. Eh bien, on voit que les consommateurs de produits végétaux très transformés ont le même risque accru de maladies coronariennes que les gros consommateurs de produits animaux, pour chaque augmentation de portion. Alors que ceux qui consomment des produits végétaux peu transformés, au contraire, ont un risque diminué, pas neutre, mais diminué. Donc ça va bien dans les deux sens, donc ce qui montre bien que le degré de transformation est important. Donc si vous êtes vegan et que vous consommez ultra transformé, c'est guère mieux que de consommer beaucoup de calories animales. Et enfin, on peut prendre un troisième exemple où les deux premières règles sont respectées, c'est-à-dire plutôt végétales, de vrais aliments, mais monotones. Eh bien, on risque d'avoir des déficiences en micronutriments protecteurs qui peuvent être notamment des minéraux, des vitamines et des oligoéléments, comme on peut l'observer déjà depuis longtemps dans l'Afrique subsaharienne avec les déficiences en zinc, iode, vitamine A, fer, etc. Donc on voit bien que cette règle des 3V est intéressante. Elle est simple, elle est facile à s'approprier, elle est qualitative dans un premier temps. Tout le monde peut la comprendre. Et donc la première règle végétale, c'est ne pas dépasser 15% de calories animales par jour. Ensuite, vrai, ne pas dépasser 15% de calories ultra transformées par jour et varier. Tout le monde voit à peu près ce que ça veut dire. Donc ces 15%, c'est en gros pas plus de 2 ultra transformés par jour et pas plus de 2 produits animaux par jour. Donc comme en France, on en consomme 35 à 40 dans les deux catégories, ça veut dire diminuer de 20%, ce qui est beaucoup. Les ultra transformés, je pense, c'est plus facile à réaliser. Par contre, si on prend les produits animaux, vu nos traditions culinaires, c'est peut-être pas forcément facile de réduire à 2 portions de produits animaux par jour, ce qui est finalement assez proche du régime flexitarien, c'est-à-dire manger moins de viande mais de meilleure qualité et issus d'animaux élevés en extensif essentiellement. D'ailleurs, en revenant à plus d'extensif, on pourrait recréer de l'emploi. Alors par quoi remplacer ces 20% de calories animales en trop? Alors il y a une solution qui serait d'aller vers 3 groupes d'aliments qui sont sous-consommés en France et dans beaucoup d'autres pays. Ce sont les grains et graines. Donc vous avez 3 grands types de grains et graines. Vous avez les céréales complètes, je dis bien pas raffinées, parce que les raffinants on en consomme beaucoup, mais céréales complètes, légumineuses et les fruits à coque, ou les fruits secs, qui sont consommés en France à moins de 14 grammes par jour. Donc vous voyez que la marge est énorme pour les augmenter. Ces 3 aliments sont très intéressants pour la planète. Ils sont très riches en composés protecteurs, en sources de sucre lent, en fibres. Ils sont rassasiants. Et les légumineuses n'ont pas besoin d'engrais azotés en théorie pour pousser, peuvent restituer l'azote ensuite dans les sols pour ce qu'on appelle une rotation, et ensuite mettre des céréales qui pourront réutiliser cet azote libéré dans le sol. Donc, on pourrait se tourner vers ces aliments qui sont un peu moins coûteux pour l'environnement que les fruits et légumes. Donc, ce qui nous amène, quand on dit 5 fruits et légumes, on pourrait aller à une dizaine de portions de produits végétaux par jour minimum. Il n'y a pas 36 solutions. Soit aller au marché, les circuits courts, les AMAP, pour ceux qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas le faire et qui veulent aller en grande surface ou dans les supérettes, les super ou les hypermarchés, il y a 2 solutions cette fois-ci. La première est de lire la liste des ingrédients si vous n'avez pas de smartphone ou les applications, et quand elle est très longue, avec des noms que vous avez du mal à déchiffrer parce que vous n'utilisez pas en cuisine, méfiance quand même. Je rappelle qu'au-delà de 5 ingrédients, plus de 75% de chances de trouver un aliment ultra transformé sur des produits étiquetés emballés en grande et moyenne surface conventionnelle. Donc ça reste beaucoup. Après, vous pouvez utiliser des applications smartphone. Et donc moi je vous recommande l'application ScanUp qui utilise le score SIGA dont je vous ai parlé et qui vous permettra d'identifier de manière très robuste et à 100% un aliment ultra transformé et qui met en avant, et ça c'est intéressant, pour chaque catégorie d'aliments dans le supermarché, des médailles d'or. Et ces médailles d'or sont des produits industriels, hein, donc vous voyez qu'on peut manger industriel et de qualité, qui sont des produits industriels non ultra transformés, c'est-à-dire réalisés à partir d'ingrédients que vous pouvez vous-même utiliser à la maison.
Voilà à peu près les solutions que l'on peut envisager pour le consommateur. La solution ultime et la plus durable étant évidemment l'éducation à l'alimentation de 3 à 15 ans, comme on en parlait précédemment, et qui permettra peut-être à terme de ne plus avoir besoin d'application ou de score.